Kinshasa et Nairobi, main dans la main pour l'intégration régionale et le développement de leurs peuples respectifs. Pour y arriver, des accords de coopération ont été signés dans la capitale congolaise. C'était en présence des chefs d'État de deux pays. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver et bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Je viens de l'annoncer, une nouvelle page de coopération vient d'être écrite par Kinshasa et Nairobi. Plusieurs accords signés par les ministres congolais et kenyans dans plusieurs domaines, notamment celui de la sécurité. Cela s'est passé hier dans la capitale congolaise devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Le compte rendu avec Patrick Michel Mokouri. Le tapis rouge déroulé. La République démocratique du Congo, par son président, étale toute son hospitalité pour recevoir son hôte de marque. Arrivé à Kinshasa la veille, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation par son homologue congolais. Félix Antoine Tshisekedi et son hôte, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les parties en échange se sont engagées non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uhuru Kenyatta et Félix Antoine Tshisekedi se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce, ce qui explique la signature de 4 instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un 3e accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Des accords qui, selon Uhuru Kenyatta, seront soutenus par une série d'actions. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Ces actes pris vont aider les deux pays à abolir les restrictions de l'immigration afin de permettre les meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens, ainsi que la paix, a souligné le président Kenyatta, qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continue de se manifester sur tout le continent. Félix Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade des Nations Unies afin d'appuyer les FARDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest.
Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions pour désigner quelques pays, au nombre desquels le Kenya et la RDC, qui vont développer des capacités de fabriquer les vaccins contre la Covid sur le sol africain. Parlons investiture du gouvernement Sama Lukonde Kyenge par la représentation nationale au niveau du Parlement. Évidemment, ça bouge déjà dans les quartiers généraux des partis politiques. Au regroupement AFDC allié par exemple, le monde voter l'investiture de l'actuel gouvernement. Sandra Nangui pour le reportage. Ils étaient tous là, députés nationaux, membres du regroupement politique AFDC et alliés, à participer à la réunion des conférences des présidents. Au cours de cette rencontre, l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo a lancé un appel à tous les élus du regroupement afin de voter l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Un appel reçu favorablement par les députés nationaux, membres du regroupement politique AFDCA, membres de l'Union sacrée de la nation. La conférence des partis et personnalités politiques a demandé à tous ces élus d'investir le gouvernement Sama Lukonde et de l'appuyer totalement. Ce sont des félicitations adressées à tous les nominés de notre regroupement politique à l'issue de la publication de l'équipe gouvernementale Sama Lukonde. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDCA remercie et félicite à la fois son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de cette œuvre. Cette réunion des conférences des présidents conduite par la présidente nationale AI de l'FDCA, Rumbu Kazang, a été aussi l'occasion pour les membres de l'organe de décision du regroupement de tabler sur les questions liées à la composition des cabinets ministériels. C'est depuis avant-hier que Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, abrite les travaux de l'Assemblée générale de l'Union des chargeurs africains. Pour la journée d'hier, mercredi, les participants en commission se sont plus penchés sur l'applicabilité de la zone de libre-échange interafricain. Regardez. Les travaux de la conférence des conseils des chargeurs africains ont pris 2 jours et aboutissent à des recommandations pertinentes après l'exposé du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est articulé sur les avantages et opportunités de la mise en œuvre de cette zone sans jamais omettre de rappeler les défis et les menaces. Les participants se sont éclatés en 4 panels dont l'un a porté sur les systèmes de transports africains face à l'impératif de la mise en œuvre de la ZLECAf. Le président de l'Union des conseils des chargeurs africains et président du conseil des chargeurs sénégalais, Mamadou Ndjon, qui a modéré les échanges, croit qu'il faut faire croître les échanges commerciaux intra-africains, mais avant tout, les obstacles doivent être levés. Aujourd'hui, le commerce intra-africain ne représente que 18%. Nous voulons pousser ce commerce intra-africain le plus haut possible au niveau des pays membres de l'Union des conseils des chargeurs africains, pays qui sont au nombre de 19. Ces pays représentent, disons en termes de population, 600 millions de consommateurs. Nous avons ensemble pour mission de booster la ZLECAf, de faire de sorte que l'Afrique commerce davantage avec l'Afrique, mais il va falloir résoudre beaucoup d'équations, notamment les équations logistiques, le transport maritime africain, mais également tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Les autres panels se consacrer aux défis et menaces sur les économies africaines et le rôle et contributions des conseils des chargeurs à la mise en œuvre de la ZLECAf moudront leur rapport dans celui unique qui sera présenté à la plénière pour adoption. Autre chose à présent, la fibre optique dans son tronçon compris entre Mwanda dans le Congo central et Afrique du Sud est endommagée. Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications a fait appel à la firme Alcatel pour réparer la partie de la fibre qui connaît aujourd'hui quelques soucis. Ndolo de Mazou, explication.
Ingénieurs d'Alcatel reçus par le DG de la SCPT, Didier Mousseté. Ces derniers reviennent de Mwanda où ils ont séjourné pendant une semaine pour des réparations à la station d'atterrage de Mwanda et la maintenance des câbles sous-marins. On vient d'avoir un entretien avec le directeur général des SCPT et ils sont favorables au développement du réseau terrestre. Donc ils ont beaucoup de projets pour le réseau terrestre pour relier tout le Congo et même la partie nord. Le même jour de sa reprise de fonction, le directeur général de la SCPT a invité ses ingénieurs d'Alcatel à exécuter ces travaux. Il faut dire que la République démocratique du Congo était menacée d'être coupée du reste du monde à cause du signal qui a connu d'atténuation. Ces ingénieurs sont intervenus dans la partie WAX qui relie la République démocratique du Congo au reste du monde en utilisant des câbles sous-marins qui passent par l'océan Indien, l'Afrique du Sud jusqu'à Londres. C'est cette partie qui a fait l'objet des réparations des ingénieurs d'Alcatel. Dans la partie intérieure, la ligne qui part de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa en passant par Kinshasa avec Bretel vers Bandundu, le DG Mousseté a mis sur pied un grand projet de réhabilitation. Ce grand chantier sera lancé d'ici là, selon Dieudonné Lusamba, responsable d'exploitation et maintenance de la station d'atterrage. Les défis qui restent à relever, l'ingénieur Lusamba les énumère. La SCPT qui doit améliorer la qualité de sa feuille optique. Là, nous sommes en train de nous atteler avec les DG Mousseté. Mais l'autre défi, c'est aussi l'État. L'État doit pouvoir faire respecter les règles du jeu. Nous ne sommes pas contre la concurrence. Nous ne voulons pas aussi que notre pays soit un espace où rien n'est laissé aller, où n'importe qui peut venir et faire n'importe quoi. Le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga a déposé à la Cour des comptes à Kinshasa le rapport des finances 2020 du gouvernement provincial. Un rapport en toute transparence retrace les recettes et les dépenses réalisées. Le devoir de redevabilité oblige. Encore dans le débat. Se conformer à l'exercice constitutionnel que le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga a déposé le rapport de la reddition des comptes du budget rectificatif exercice 2020. Le président de la Cour de comptes, Ernest Izemengia, accompagné de ses experts, a réceptionné ce rapport. Un rapport qui, au bout de compte, a été déclaré conforme. Le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga, Bruno Choma Choma, a reconnu la pertinence des remarques formulées par la Cour des comptes et s'est réjoui du dépôt de ce budget. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Jacques Yabula Katwe, tient au respect des textes. Voilà pourquoi il nous a envoyé ici pour que nous puissions venir déposer, conformément à la loi, les travaux portant reddition des comptes et aussi 2020, ainsi que la brochure portant budget rectificatif, sans oublier aussi les budgets initiaux ainsi que les budgets rectificatifs exercice 2020. La province doit rendre compte en termes des recettes réalisées et des dépenses exécutées selon la LOFIP. Voilà pourquoi au niveau de la province, vu que nous avons effectué beaucoup d'opérations en termes d'engagement, de liquidation, alors il est question que nous puissions donc venir à la Cour des comptes afin d'obtenir conseil pour que nous puissions améliorer la gestion des dépenses publiques et rendre compte à l'organe délibérant la manière dont le budget a été exécuté. Un exercice auquel devra se soumettre toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Vous vous rappelez tout récemment de pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa et les dégâts importants qu'elles ont causés, entre autres la partie du pont Djili endommagée. L'office de route s'y attelle justement pour la réparer. Regardez.
Plus de 80% des travaux exécutés, c'est le moins que l'on puisse dire, du spectacle qu'offre aujourd'hui les Pondjili, dont une partie avait été emportée par les eaux de pluie. Situation on ne peut plus préoccupante qui a mobilisé l'Office des routes à la demande de la haute hiérarchie du pays. C'est ainsi que le directeur général de cet établissement public, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, passait des journées entières pour suivre à quelques détails près l'évolution des travaux. Tout a été mis en œuvre pour le rétablissement de la situation. Le pire a donc été évité. Après l'inspection avec nos experts, nous avons dit que nous allons stabiliser la situation. C'est ce que nous avons fait. La situation a été stabilisée. Maintenant, il fallait continuer les travaux. Maintenant, nous sommes à la phase finale. Vous voyez, on est en train de nous enlever. On va travailler sur ce procès. Ça permettra de faire les travaux. Mais les travaux ne sont pas encore terminés parce que nous devons travailler pour protéger l'ouvrage. Les Pondjili sauvaient de justesse, mais il reste encore beaucoup d'autres travaux à exécuter pour stabiliser cet ouvrage dont la construction date de plusieurs décennies. Engins et personnels de l'Office des routes sont descendus sur le chantier pour l'exécution des travaux qui sont aujourd'hui salués non seulement par les usagers de la route, mais aussi par la population des quartiers environnants. Le quartier dans la commune de Lemba est menacé par des têtes d'érosion. L'électricité pose également problème face à tous ces maux. La population de ces coins de Kinshasa en appelle aux autorités compétentes pour trouver des solutions. C'est dire Kenina et Jean-Paul Baziaka pour le reportage. Nous sommes dans un quartier périphérique de la capitale, dans la commune de Mongafula, derrière les plateaux des résidents de l'Université. Ici, les résidents sont des professeurs d'université, des médecins, des ingénieurs, des élèves et étudiants ainsi que d'autres cadres de l'administration publique. Ils ont construit des maisons et investi durablement. Paradoxalement, l'urbanisation n'a pas suivi au regard de l'accroissement de la population. Nous souffrons d'abord avec le problème de courant. Le courant, quand on n'en a pas, il y a l'insécurité, et on a du mal même à préparer, à prêter les enfants pour aller à l'école. Suite à l'insécurité permanente à laquelle fait face la population et l'abandon des autorités compétentes, des questions de développement des milieux périphériques de la capitale, ville-province, au regard des érosions qui menacent la population, les dangers de la disparition de leurs habitations et l'absence totale d'urbanisation, de l'eau, l'électricité et routes, la population du quartier Plateau 1 Congelos Nzengi lance un cri d'alarme aux autorités de la Société nationale d'électricité SNEL pour l'installation dans un premier temps d'une cabine électrique qui était prévue dans le programme des 100 jours du chef de l'État et jusqu'alors jamais réalisée. Nous sommes dans l'obscurité, nous évoluons dans l'obscurité, c'est comme ça qu'il y a des poches d'ombre et que nous demandons au chef de l'État vraiment de voir notre situation sur le plan de l'électricité et si possible nous envoyer immédiatement des transferts pour qu'on puisse s'éclairer. Et il y a aussi le problème des érosions. Comme vous allez le remarquer, il y a des poches d'érosion qui dépassent notre attendement. Le durable est tant attendu par la population congolaise. Condamnés à utiliser pour la plupart des cas des motos comme moyen de transport, les élèves interpellent les responsables de l'Office de voirie et drainage en vue d'intervenir en urgence. Nous demandons au chef de l'État de faire quelque chose pour nous, d'arranger pour nous la route et de nous envoyer un bon courant. Nous avons besoin que l'OVD puisse arranger pour nous la route parce que la route n'est pas bonne de ce côté. Cette question de développement social et l'amélioration des conditions de vie de toute la population est une obligation constitutionnelle pour chaque pays. Et c'est une recommandation inscrite dans les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Quelques étudiants des universités dans la capitale congolaise ont participé au concours sur la lecture, concours organisé par l'UNESCO. Dans ces reportages, nous vous proposons les étudiants qui ont gagné.
Près de 7 étudiants des différentes institutions de l'enseignement supérieur et universitaire ont bénéficié des trophées et de prix littéraires internationaux après avoir participé au concours littéraire international sur la lecture du roman Graham Battista Vico ou les vœux du discours africain. Cet ouvrage constitue aux yeux de l'opinion nationale et internationale du monde de la littérature un riche patrimoine culturel que l'UNESCO et la République démocratique du Congo doivent prendre soin de sa protection intellectuelle. Cette remise des trophées et prix littéraires de cette première édition a été placée sous le haut patronage de l'UNESCO. Dans ce roman, qui a fait l'objet du concours littéraire, Georges Ngal, ami et critique littéraire spécialiste mondial de l'œuvre littéraire herméneutique de l'écrivain Aimé Césaire, jette les ponts entre la littérature congolaise et la littérature panafricaine d'expression française. À travers cet événement, la directrice des éditions Les Arcanes Ngal, Madame Tina Ngal, rend à son père sa gratitude en guise de valeurs culturelles et littéraires lui transmises par son géniteur. Par exemple, les livres sont plagiés, il faut y remédier, les prix sont souvent chers, il faut y remédier. Et donc les arcanes Ngal, les arcanes ça veut dire le temple du savoir, les arcanes vont œuvrer non pas pour faire comme les autres, mais pour apporter ce qui manque. Le lauréat de ce concours de l'Université catholique a saisi cet instant pour lancer un appel aux jeunes à emboîter ses pas. L'objectif premier d'un tel concours littéraire, ce serait avant tout l'incitation à la lecture et à l'écriture. Et de ce fait, je félicite davantage les organisateurs de ce concours puisque c'est une manière d'inciter les jeunes à s'imprégner de la lecture, à s'imprégner de l'écriture, afin que l'écriture ne soit pas seulement une affaire des grands ou bien des aînés, une affaire des intellectuels, mais aussi nous les jeunes, nous pouvons faire quelque chose de mieux dans ce sens-là. Notons que les livres, outils formidables de la communication, d'après Jean-Pierre Bodo, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, est devenu un support indispensable de ce monde moderne, marqué par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la